un son quand quelqu'un rentre, je l'ai coupé. OK, merci. Bonsoir à tout le monde. Et nous sommes enregistrés, donc si vidéo affiche votre image, bien, il faut couper votre caméra, tout simplement. Nous terminerons donc à 20 heures. On remercie évidemment toutes les personnes qui sont là, évidemment notre intervenant de ce soir, Jean-Marie Gomas. Vous savez que le débat sur la fin de la vie bat son plein en France en ce moment, et il importe, à notre avis, d'écouter aussi celles et ceux qui sont depuis longtemps en présence professionnelle des personnes en fin de vie, et pas seulement d'autres personnes qui ont des avis extrêmement tranchés. Il faut écouter celles et ceux qui ont été les premières et les premiers en France, dont Jean-Marie Gomas, à promouvoir les soins palliatifs qui font désormais l'unanimité quant à leur utilité ou mieux leur nécessité. Ce sont celles et ceux qui ont consacré leur vie professionnelle à s'efforcer d'apaiser ce moment important de la vie pour des milliers de patients, leurs familles et leurs proches. Ce sont celles et ceux qui ont des choses à dire sur la complexité de cette approche, loin des raccourcis rapides, des déductions hâtives, sous le coup d'émotions considérables et inoubliables. D'où des propositions radicales actuellement de mort programmée qui peuvent rendre chaque jour un peu plus perplexe sur le décalage avec la réalité. Jean-Marie Gomas est de ceux qui ont à dire et même à écrire, comme c'est le cas de son ouvrage, coécrit avec Pascal Favre et publié le 6 avril 2022. Dans Fin de vie, peut-on choisir sa mort, paru le 6 avril, donc, il écrit, et j'en retiens une seule phrase, déjà, en introduction, il n'y a pas de mort indigne, il y a des morts dans des conditions indignes. Merci donc, à toi. Merci Bernard pour cette invitation. Vraiment, ça me touche beaucoup puisque l'activité de l'ATG est connue pour être argumentée et scientifique. Alors, c'est un vrai challenge que tu m'as demandé ce soir, puisque donc j'ai écrit 750 pages. Ma Bible personnelle fait 750 pages et la version longue de notre bouquin faisait 450 pages. Donc, on va résumer les choses essentielles parce qu'on s'aperçoit effectivement que tous les jours, dans les médias et dans les gens qui prennent la parole, il y a beaucoup d'idées reçues, beaucoup de fake news. Il y a même des spécialistes des fake news sur l'euthanasie, par méconnaissance ou ignorance ou par dogmatisme. Et puis, il y en a bien entendu toute la cohorte des mensonges délibérés des activistes d'un bord ou de l'autre qui oublient la réalité scientifique. Et en plus, il y a quelque chose d'intéressant en ce moment, très, très curieux. Moi qui suis enseignant universitaire, je vois ça dans l'évolution des étudiants au fil des années. On a maintenant des gens qui sont tellement persuadés que leur avis est au-dessus de tout, y compris des faits, que j'aime bien commencer mes cours quelquefois par ce petit dessin de Xavier Gorce. Les faits sont complètement démentis par mon opinion, c'est-à-dire vous pouvez me raconter ce que vous voulez. Par exemple, tout à l'heure, je vais vous dire que la loi en Belgique n'est absolument pas contrôlée, que tout ce qu'on nous raconte sur la Belgique, ce sont des déformations ou des mensonges délibérés. Ce sont des faits. Et il y a des gens qui se mettent à ce moment-là à hurler en disant « Mais comment tu dis que la Belgique ne contrôle pas sa loi ?» Mais bien entendu, la Belgique ne contrôle pas du tout sa loi. C'est factuel. Ce n'est pas une opinion, c'est factuel. On peut le prouver et on l'a largement prouvé dans notre bouquin. Donc voilà des choses comme ça qui sont intéressantes et on a donc, merci Bernard de le rappeler, avec un nouveau bandeau, puisque la première édition du livre, un bandeau assez idiot a été imposé par notre éditeur. Le premier bandeau, c'était l'euthanasie pas la solution, ce qui fait que tous les gens qui se posaient des questions ne regardaient même pas le livre. Donc on a un nouveau bandeau maintenant bien plus malin et plus adapté à ce livre explicatif pour clarifier le débat citoyen. Alors commençons. Parce que les soins palliatifs, souvent, c'est une confusion permanente. Saloperie de technique, nous jouons encore des tours. De toute façon, on est toujours trahi par les siens ou par la technique. Donc, j'espère que ça va s'arrêter, plutôt que ça va continuer, que vous allez m'entendre dire que les soins palliatifs, avant de parler des lois, c'est d'abord du prendre soin. C'est une démarche de soin, une philosophie de soin qui accepte la finitude. Et déjà, ça, c'est insupportable pour plein de gens dans la société. Ils ne supportent pas l'inéluctable. On entend des choses tout à fait ridicules sur le fait que, sous prétexte que les patients sont confrontés à l'inéluctable ou qu'il n'y a pas d'autre solution, ou qu'il n'y a plus d'espoir, hop, il faudrait que la vie s'arrête. C'est tout à fait incroyable. Mais non, je suis désolé, notre humanité, c'est accepter cette finitude. Même si la société contemporaine évolue, on va en parler d'une manière différente.
Et puis, tous les gens qui sont en fin de vie ne sont pas en soins palliatifs. Certains d'entre nous mourront de phases aiguës, de maladies aiguës. J'espère bien que nos réanimateurs et nos urgentistes s'occuperont de nous pour nous faire passer le cap aigu et nous mourrons peut-être sans un millimètre de soins palliatifs. Et puis, les soins palliatifs, ce n'est pas l'euthanasie, on va y revenir. Alors, il y a 4 lois qui ont intégré les soins palliatifs à la pratique. N'oublions pas que c'est en 1999 que l'accessibilité a été votée. Ensuite, le droit des malades a été renforcé par la loi de 2002. Et puis, coup de tonnerre, en 2005, tous les principes de soins palliatifs sont remis publiquement, vraiment de manière lisible. Ils étaient déjà, pour certains d'entre eux, parfaitement clairs dans le code de déontologie, mais les médecins ne connaissaient pas le code de déontologie. Et donc, notamment, l'interdiction de l'acharnement thérapeutique qui existait depuis des décennies et qui a été ressoulignée par la loi Leonetti. Ça, c'est très important. Enfin, la loi de 2016, Claes-Leonetti, qui d'une part reconfirme tous les principes de et surtout ouvre la porte à la sédation profonde et continue. Nous faisions déjà, nous, les palliatologues de la première génération, il y a un encadrement juridique un petit peu plus clair. Il y a d'ailleurs ces 4 textes de loi qui nous encadrent. L'autorité de santé a édité de très nombreuses recommandations et guides parcours, ainsi que toutes les sociétés savantes palliatives et chirurgiques. Et puis le CCNE, 139 nous semble concernant, auparavant. Donc, la définition des soins palliatifs repris par la loi de juin 1999 ne comporte pas le mot mort. C'est assez intéressant, mais ça permet aussi d'élargir les enjeux du malade. Quand il est mourant, on va faire du soin palliatif. Le soin palliatif commence bien avant la fin de vie. Cette approche qui accepte la finitude ne va pas pour autant baisser les bras ou dans l'abandon. Ce sont des soins qui continuent en équipe, qui soulagent la douleur, apaisent la souffrance et sauvegardent la dignité. Donc, voilà pourquoi les soins palliatifs reposent sur des trépieds cliniques, thérapeutiques, qui ne bougeront pas et qui restent bien avant la palliatif. La leçon d'humilité. Et notre société égocentrée, performative, superficielle, rapide. Alors je sais, là je parle comme un vieil imbécile, je sais, mais non, il y a un temps pour tout. C'est une parole de l'Ecclésiaste, mais qui a été reprise par les fondateurs de Janine, comme Janine, par exemple, il y a bien longtemps. Il y a un temps pour tout. Allez dire ça à un journaliste qui vous coupe la parole toutes les 2 phrases. Il y a un temps pour tout. La démaîtrise, accepter cet inéluctable qui devient insupportable apparemment, non, qui fait partie de la vie. Ça, c'est vraiment des leçons qui restent des leçons dans les médias. Petite interrogation, vous entendez souvent parler de la dignité et certains disent que sous prétexte qu'on est malade, on ne serait plus digne. Mais bien sûr que non. La dignité sans prix ni mesure, et je vous renvoie de saines lectures, Kant et Hegel, la dignité intrinsèque, non négociable, ça caractérise chaque être humain. Alors on a la liberté, la liberté, c'est votre problème. D'ailleurs, je n'ai pas dit pour commencer avec tous ces problèmes techniques que mon topo de ce soir ne cherche pas à vous convaincre de quoi que ce soit. À la fin de mon heure de topo, vous aurez la liberté de penser exactement le contraire et vous allez avoir connaissance de faits et de visions et d'organisation de la pensée qui ne peuvent pas être ignorés. Et la dignité moderne, par exemple, est souvent centrée sur la performance. Tout se passe, pour certains journalistes notamment, comme si la maladie en la dignité. Il y aurait comme un niveau de dignité en dessous de laquelle la vie ne vaudrait plus la peine d'être vécue. Et peut-être avez-vous vu l'appel extraordinaire de M. Pozzo di Borgo, qui est tétraplégique de manière accidentelle. Il dit non mais ne touchez pas à ma vie. Bien sûr que quand j'ai eu mon accident, j'aurais voulu disparaître. Mais maintenant, je suis heureux de vivre une vie habitée et pleine avec les limites de mon corps et ne touchez pas à ma vie. Très intéressant de voir que c'est un malade tétraplégique qui nous rappelle cette humilité. Et puis en plus, comme le dit Eric Fiat, le socle de notre société serait remis en cause si on se met à avoir ce que Eric appelle le dignitomètre. Il n'y a pas de dignitomètre. Qui déciderait du niveau de dignité? Que va-t-on en déduire et au nom de quoi? Donc là, je ne fais qu'évoquer ce débat qui pourrait nous prendre une journée entière. D'ailleurs, merci Damien Godino, le créateur génial, psychologue de sympathie et créateur génial d'illustration. Non, il n'y a pas de VA de la perte de dignité. Ça, c'est vraiment quelque chose contre lequel il faut protester.
Mais cependant, quand on est malade, c'est une autre allure de la vie. Et c'est bien pour ça que notre dignité, ce n'est pas seulement notre affaire personnelle, mais c'est une affaire de toute notre... Les sondages ne sont pas vérités. Quand on dit que 96% des Français sont favorables à l'euthanasie, c'est une manipulation de sondage biaisé. Je n'ai jamais vu 96% des Français d'accord sur un seul sujet. Et donc, cette interprétation est donnée aux réponses et aux chiffres fait preuve d'inexactitude trompeuse. Puis d'abord, ces sondages sont faits, sont demandés à des gens qui sont en bonne santé. Mais la maladie est une autre affaire de la vie. Donc, ces sondages ne sont pas vérités. En fait, selon le demandeur du sondage, le taux de Français favorables à l'euthanasie passe de 24 à 96%. Ça montre bien l'habileté des sondeurs qui peuvent faire extraire un peu les vérités qu'ils veulent. En toutes les études, la réponse la plus importante en valeur absolue, c'est une demande d'accompagnement et de soins palliatifs. Donc, en plus, quand on demande à des médecins, ce qui a déjà été fait plusieurs fois en France, est-ce que vous êtes favorable à l'euthanasie? 60-70% des médecins répondent « Oh oui, pourquoi pas ?» Puis on leur dit dans la question d'après « Mais vous connaissez la loi Lanetti ?» 53% ne la connaissent pas. Comment voulez-vous être favorable à une loi sans même connaître le cadre réglementaire qui arrive? C'est vraiment... méfions-nous des sondages, chers collègues. Alors, le plus important de ce que j'ai à vous dire avant de parler du CCN de ce soir, c'est qu'il faut arrêter de confondre l'euthanasie avec trois choses qui sont confondues tout le temps. L'arrêt des traitements, le suicide assisté et la sédation profonde. L'euthanasie, ce n'est pas l'arrêt des traitements. Alors, évidemment, chacun d'entre vous a le droit de penser ce qu'il veut sur sa mort et celle des autres. Sauf qu'en fait, sur celle des autres, la vision collective ne peut même pas dire n'importe quoi. Je vous rappelle que quand vous écoutez les médias, les seuls journalistes qui n'ont en général aucune légitimité pour parler de ça, n'ont pas de contre-pouvoir, font le tri et la manipulation des informations. Je vous rappelle que 90% des journalistes sont pro-euthanasiques. Je sais qu'il y a un journaliste ce soir, je lui souhaite d'avoir la liberté de penser ce qu'il veut, mais on aimerait bien que les journalistes, avant de relayer des fake news, des confusions, fassent attention à leur devoir d'impartialité, à leur devoir de clarté. Énormément de journalistes sont d'emblée pour l'euthanasie. Ça explique aussi pourquoi l'information est biaisée. Un plan collectif, ça nécessite des repères, un savoir sur l'humain, la connaissance des règles, des codes, de la loi, un peu de morale et un zeste d'éthique, et c'est ce qu'on va essayer de continuer à faire ensemble. D'abord, on va définir l'euthanasie. Alors, l'euthanasie, il faut être clair, c'est tuer l'autre. Mais la définition reconnue par le comité d'éthique, c'est l'acte d'un tiers, donc il y a un auteur et un défunt, qui est délibéré. Cet acte est délibéré. C'est ça qui est crucial. Dans l'euthanasie, l'intentionnalité est primordiale. Vous voulez enlever la vie de l'autre. Et l'euthanasie, c'est quelques minutes, quelques heures maximum. Une euthanasie ne s'étend pas au-delà de quelques heures, ou alors vous êtes entre les mains d'un euthanasieur particulièrement incompétent. Et donc cet acte délibéré, l'acte de tuer, il est immédiat. C'est la définition même de l'euthanasie, puisque ça entraîne comme conséquence sûre la mort qui est irréversible, et ça sous-entend que c'est un malade parce que l'acte délibéré d'un tiers qui entraîne la mort de quelqu'un, c'est un homicide ou un meurtre. C'est le niveau d'intentionnalité. Mais ce n'est pas l'euthanasie. On emploie le mot euthanasie, qui n'existe pas dans le code pénal par ailleurs, d'ailleurs, c'est compliqué, que parce qu'on dit, on sous-entend, on définit cet acte délibéré qui entraîne la mort d'un autre parce qu'il est malade. Et ça, c'est la définition qui a été publiée par Verspieren il y a 30 ans, que j'ai présentée à la Commission des affaires sociales, des affaires européennes, puisque j'ai représenté notre pays à l'époque, que j'ai publié dans un article très important, très très complet de la revue de gériatrie, qui définit les articulations juridiques et éthiques de les arbres. Et puis, malheureusement, le CCNE, l'Observatoire national de la fin de vie, ont rajouté à cette définition l'acte délibéré d'un tiers qui entraîne la mort d'un malade à sa demande. C'est-à-dire que ça modifie complètement la portée de la définition d'euthanasie, mais je m'incline devant le règlement en cours actuellement, puisque le CCNE, l'Observatoire, ont rajouté à sa demande. On considérera donc ce soir que l'euthanasie, c'est l'acte délibéré de quelqu'un, en général un soignant, quasiment toujours un soignant dans les pays qui ont dépénalisé l'euthanasie, qui entraîne la mort d'un malade sur sa demande. Donc c'est tuer l'autre, clairement.
Mais pourquoi je dis clairement c'est tuer l'autre? C'est parce que en France, où on dit aide active à mourir, ou au Canada, où on dit aide médicale à mourir, il y a une volonté délibérée d'édulcorer l'euthanasie. Quelques explications. J'ai été invité comme expert par notre ministre il y a quelques semaines, dans une réunion privée de travail, on était 5. Plusieurs fois, Madame Firmin Lebaudot m'a coupé la parole en disant « Non, ne dites pas euthanasie, Monsieur Gomas, il faut dire aide active à mourir. » Et je lui ai réexpliqué « Non, l'aide active à mourir, ça veut rien dire. Une aide, c'est forcément active, et aider à mourir, non. Quand un malade est malade, on le soigne, on le fait pas mourir. Donner la mort n'est pas un don, et donner la mort n'est pas un soin. Donc, aide active à mourir, c'est un euphémisme inacceptable. » Et les Canadiens ont montré la voie là-dessus, puisque eux, ils ont eu le cynisme de l'écrire noir sur blanc. En préparant la loi canadienne sur l'aide active à mourir, ils ont dit, on va pas employer le mot euthanasie qui est trop connoté, qui est trop difficile, trop violent, donc on dira aide médicale à mourir. C'est d'un cynisme parfait. En tout cas, il ne faut pas confondre l'euthanasie avec le suicide. Je vous rappelle que le suicide, c'est se suicider. Vous êtes seul, ce n'est pas un droit, c'est une liberté. Et vous avez la liberté. On en serait très triste parce que vous êtes notre frère, chacun qui est là ce soir, vous êtes notre frère en humanité, on serait très triste que vous vous suicidiez, et ça reste votre ultime liberté. L'euthanasie, ce n'est pas le suicide assisté. Alors c'est quoi l'assistance au suicide? Eh bien, donc moi je suis expert judiciaire, donc je peux dire qu'il n'y a pas de liste précise des modalités d'assistance à un suicide. L'inventivité et la créativité, d'ailleurs, sans limite là-dessus. Non, le juge d'instruction décidera si le suicide est assisté à partir du moment où, si une plainte est déposée et qu'on analyse les conditions dans lesquelles le malade est mort, s'il a participé d'une manière si faible soit-elle, mais il a participé au geste qui entraîne son décès. L'assistance, c'est une aide à un malade pour la prescription, l'administration, l'absorption ou le geste lui-même qui fait qu'il a pu se suicider avec l'aide d'un tiers. Donc, vous dites que, fort heureusement, la loi n'a pas fait de liste, parce que c'est une liste qui ferait 240 pages de toutes les capacités qu'on aurait pour aider un patient à se suicider. Mais c'est très, très important d'imaginer à l'avance qu'un malade se suicide seul et que l'assistance concerne toutes les étapes possibles et imaginables des conditions dans lesquelles un malade décide de se suicider. Par exemple, le suicide assisté en Suisse, qui se fait dans l'immense majorité des cas, absorption orale d'un produit qui endort le malade et qui est complété éventuellement par une injection après. Quand vous acceptez de boire quelque chose qui veut vous mettre dans le coma, vous participez à votre geste. Quand vous êtes tétraplégique et qu'un médecin vous dit, voilà, je vais vous faire intraveineuse, est-ce que vous êtes OK? Est-ce que vous pouvez dire oui avec vos yeux? Le malade dit oui avec ses yeux, OK, on lui fait l'injection létale, c'est une participation sur suicide. Je rappelle que en Suisse, les suicides assistés sont enregistrés en vidéo pour avoir la preuve que le malade a participé à son suicide. L'euthanasie, ce n'est pas l'arrêt des thérapeutiques devenues inutiles. Alors ça, vous m'avez pas entendu parler de Lynn Renaud tout à l'heure, donc quand Lynn Renaud nous dit je ne veux pas qu'on prolonge, donc je suis pour l'euthanasie. Alors déjà, d'abord, je ne veux pas qu'on prolonge, rassurez-vous, chère Lynn Renaud, personne n'a envie de vous prolonger. Pas vous, que n'importe qui d'autre, que vous, que moi, puisque prolonger quelqu'un, c'est totalement non éthique, c'est faire des choses inutiles, prolonger contre la nature de la fin de vie d'un malade, c'est inutile, et en plus maintenant c'est illégal. Donc il n'est pas question de prolonger qui que ce soit, Lynn Renaud ou quelqu'un d'autre. Et c'est encadré par le code de déontologie et la loi de 2006. L'euthanasie, c'est pas le traitement morphinique. J'entends souvent ça encore. Récemment, à la télévision, j'ai été confronté à des gens qui disaient oui, on a de la morphine à ma mère et j'ai euthanasié. Pas du tout. Le traitement morphinique, c'est pour calmer la douleur. C'est pas pour tuer le malade. On retrouve encore le problème de l'intention. L'euthanasie, c'est un acte délibéré. Ça ne peut pas être confondu avec autre chose. Nous ne sommes pas des coureurs cyclistes qui prenons des produits à notre insu de notre plein gré. Donc, l'intention est primordiale. Et puis, bien entendu, et là je vais insister un petit peu, l'euthanasie, c'est pas la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Cette confusion est entendue sans arrêt. Il y a même un prof émérite de droit qui vient de sortir un bouquin qui confond euthanasie et sédation profonde. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Pourquoi? Parce que
La HAS a publié ce petit tableau qui est page 8 des recommandations de 2018. Ce texte s'impose à tous qui êtes là ce soir, s'impose à tous les professionnels, à tous les juristes, intellectuels, écrivains et journalistes de la planète. Non, l'euthanasie n'a rien à voir avec les sédations profondes. La preuve, il y a 6 critères qui font que ce n'est pas la même chose. Et c'est la Haute Autorité de Santé qui... D'abord, l'intention. Dans la sédation profonde, on veut soulager un symptôme infractaire. Je vous rappelle que c'est un malade qui est en train de mourir. Donc évidemment, quelques jours après, il sera mort. Et notre intention, si on le fait dormir, n'est pas de le faire mourir. Parce que dans l'euthanasie, l'intention, c'est de le faire mourir tout de suite. Et c'est administrer la mort, pas donner la mort. La mort n'est pas un don. Arrêtons d'employer les mots à tort et à travers. Le moyen dans la sédation profonde, c'est on met le malade dans le coma et on arrête d'augmenter les doses. Parce que si on continue d'augmenter les doses quand le malade est en sédation profonde, c'est un geste euthanasique. On lui raccourcit la vie, on entraîne son décès délibérément. La procédure pour une sédation profonde, c'est des doses sédatives adaptées. Je dis bien adaptées, ça peut durer 1 jour, 2 jours, 3 jours, des jours. Et c'est le malade qui lâchera prise du fond de son coma, soit parce que son corps lâche, soit parce que son esprit enfin lâche prise, et on a publié des choses là-dessus. Je n'ai pas le temps de détailler ce soir, mais qui existent. On a des preuves scientifiques de ce lâcher prise. Quant à l'euthanasie, la procédure, c'est dose létale immédiate. D'ailleurs, le résultat, sédation profonde, la mort, est naturel quand le malade lâche prise au bout de X heures, X jours, et nous ne le précipitons pas, même si c'est vrai, il y a un double effet. Quand on met un malade dans le coma, ça ne l'encourage pas à vivre forcément des semaines, bien sûr. Mais c'est parce qu'il est malade qu'il va mourir, pas parce qu'on a l'intention d'entraîner sa mort immédiate, qui est le but de l'euthanasie. La temporalité est donc imprévisible dans la sédation profonde, et le décès est immédiat dans l'euthanasie. Et puis, le dernier critère qui fait la différence, c'est que la sédation profonde, c'est autorisé, l'euthanasie, c'est illégal. Donc, vous voyez, ce petit tableau, j'ai envie de l'envoyer tous les jours aux journalistes et aux intellectuels qui nous fascinent dans les médias en disant n'importe quoi là-dessus. Je suis désolé, mais c'est n'importe quoi. Ne pas connaître ce tableau et prétendre que l'euthanasie, c'est la même chose que la sédation, eh bien, il faut tous se mettre au travail parce que ce n'est pas la même chose. Et merci Jean Duvernier pour son inventivité, hein, un soignant qui fait l'euthanasie, c'est pas administrer la mort n'est pas un soin. D'ailleurs, les pays étrangers nous montrent bien que c'est compliqué. Alors, il faut bien faire des distinctions énormes. Même notre ministre se trompe. Je vais vous dire que on a encore du boulot devant nous. La Suisse, c'est le suicide assisté, comme en Oregon, avec des modalités différentes. L'euthanasie, c'est Belgique, Hollande, Canada. Je ne peux jamais dire qu'il y a de l'euthanasie en Suisse. Non. En Suisse, c'est le suicide assisté. En Suisse, l'euthanasie est toujours considérée comme un acte médical. Parce qu'il n'y a pas de loi positive. En Suisse, c'est juste une dérogation à la loi pénale qui permet d'aider un malade à se suicider s'il n'y avait pas d'intérêt matériel. Donc, on explique très, très clairement tout ça dans le livre, et avec un peu plus de temps, évidemment, pour rentrer dans ces situations. Ça s'appelle un meurtre médical en Suisse, hein. Et cette dérogation à la loi pénale explique pourquoi les associations Exit ou Dignitas filment en vidéo pour prouver que le malade n'a pas refusé à bien participer au geste. Ce n'est pas un acte médical. Alors, le syndicat des médecins suisses a refusé le critère de souffrance insupportable, restant sur celui de l'imminence de la fin de vie. C'est pas facile non plus pour les soignants, et même en Suisse, il y a des dissensus sur la position des suicides. Alors, un autre mensonge qui me mettrait très en colère, faut que vous le sachiez, ça c'est un mensonge, c'est factuel. Encore à la Convention citoyenne, un représentant de l'Association pour le droit de mourir à la dignité a parlé de beaucoup de Français qui vont en Suisse se faire suicider ou en Belgique qui se faire euthanasier. Vous avez l'impression qu'il y a des thaïs entiers qui vont à Bruxelles se faire suicider. Mais c'est faux! C'est totalement faux, puisque même la Belgique et la Suisse publient eux-mêmes dans leur commission de contrôle, c'est quelques dizaines d'étrangers par an en Belgique et quelques dizaines en Suisse. Mais vous voyez l'intensité des mensonges que l'on dit, mais c'est sans arrêt dans les médias. Non, il n'y a pas beaucoup de Français, c'est faux. C'est un mensonge caractérisé. Alors là, peut-être certains d'entre vous ce soir vont se dire, mais c'est insupportable ce que dit Lomas, c'est pas possible.
il y a beaucoup de Français. Non, c'est pas beaucoup de Français. Faut-il vous rappeler qu'il y a 610 000 morts par an en France. Quand il y a 45 malades qui sont euthanasiés en Belgique et 36 qui sont suicidés en Suisse, sur 610 000 morts, je dis c'est extrêmement faible. Alors, la Belgique a la même définition que l'euthanasie que nous maintenant. D'ailleurs, le comité d'éthique et l'Observatoire national de la famille nous a dit qu'ils avaient rajouté à la demande, à la fin de la définition, pour être en homogénéité avec la loi belge et la loi hollandaise. Alors, un mot sur la Belgique, hein, la loi ne protège absolument pas contre les dérives. Hein. Depuis 20 ans, en Belgique, les indications d'euthanasie ont été plusieurs fois élargies. Les patients ambulatoires, les patients pas en train de vivre ça depuis le début, les patients qui ont des handicaps comme les DMLA peuvent être euthanasiés en 10 jours. La commission de contrôle est inefficace. Elle le publie elle-même d'ailleurs. Je ne comprends pas comment on peut encore dire et inviter des Belges à la Convention citoyenne qui disent dans notre pays, la loi est très contrôlée, puisque la commission de contrôle elle-même dit qu'elle n'arrive pas à contrôler 30 à 40% des euthanasies qui sont donc clandestines. Je suis stupéfait que les journalistes laissent passer des informations comme ça. La commission de contrôle publie qu'elle ne contrôle pas la moitié des euthanasies, et on l'invite des Belges qui disent au micro si, la loi est parfaitement contrôlée en Belgique. Mais c'est pas vrai, ils le publient elles-mêmes. Il y a non-respect des procédures sur le consentement, sur le deuxième avis, sur les délais. Il y a plein de médecins qui ne font aucun dossier. Je répète, plein de médecins font des euthanasies à domicile sans faire aucun dossier. Vous savez pourquoi? Parce qu'il se trouve que j'étais enseignant universitaire en Belgique au moment de la loi, il y a 20 ans. J'ai vu de mes yeux, des soignants qui nous ont dit qu'il y avait des généralistes belges qui, maintenant qu'ils ne risquaient plus rien, euthanasiaient des vieillards à domicile, sur la demande des familles, sans faire aucun document. Et puisque c'était un malade très âgé, très dément, grabataire, on disait mort naturelle, et il n'y avait ni enquête, ni document, et évidemment, puisque c'était une mort naturelle. Donc nous le savons depuis le début qu'il n'y a pas de respect de la loi en Belgique. Les euthanasies sauvages à domicile, j'y étais. Donc ça me fait beaucoup rire de voir la commission de contrôle qui dit que tout est en ordre chez eux. Et puis je rappelle que pour la Belgique, le coup de tonnerre du 4 octobre, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné dans l'affaire Mercier l'État belge pour non-respect de la partialité non-respect de l'impartialité, la commission a été accusée de partialité dans le non-respect des applications pratiques de la loi, qui par ailleurs n'a pas été contestée. Alors, un mot sur le Canada avant de revenir au CCNE. Au Canada, c'est vertigineux, puisqu'on est passé de 0 à 10 500 euthanasies en 5 ans. Je répète, en 5 ans, le Canada est à 10 500 euthanasies par an, avec un délai moyen publié de 6 jours entre la demande d'euthanasie et la réalisation de l'acte. Au Canada, ils ont modifié leurs organisations pour que l'euthanasie soit possible le jour même de la demande, en cas d'urgence symptomatique. Donc, on peut dire vraiment que l'exemple Canada est l'exemple typique de l'impossibilité de contrôler l'euthanasie lorsque c'est porté par une demande sociale et lorsque les médecins ont bien du mal à appliquer la loi. Puisque faut savoir qu'il y a moins de 2% des médecins canadiens qui font des euthanasies dans leur pays. L'immense majorité des médecins, après avoir été favorables à la loi, disent que c'est tellement difficile qu'ils ne pratiquent pas les euthanasies au Canada. Tout ça est factuel. Même si ça vous heurte, même si vous êtes horrifié par ce que je dis ce soir, c'est factuel. Alors, faut-il changer la loi en France? Écoutez, une loi qui donne l'autorisation de tuer l'autre, je ne pense pas que ce soit forcément un progrès. Et nos hommes politiques qui disent que c'est une loi de liberté, donc une loi de progrès, je pense qu'il faudrait passer un peu d'étiquette filou avant de dire des choses pareilles. Quant aux journalistes qui régulièrement nous disent qu'il faut faire bouger les lignes, sauter les carcans, et au nom de quoi, chers collègues, au nom de quoi il faut faire bouger les lignes, sauter les carcans? Moi, je suis un scientifique. J'ai fait plus de 100 000 consultations. J'ai accompagné 6 000 malades jusqu'à leur fin de vie. Au nom de quoi je ferai bouger les lignes? On me donne des preuves, des études, un travail qui me fasse dire que ce bon vieux Sigmund Freud qui nous disait que l'interdit avait une valeur structurante, il faudrait changer les interdits. Peut-être. Je ne suis pas opposé à changer certains interdits,
Mais je veux des preuves et un travail vraiment intelligent pour avoir des arguments pour pouvoir faire bouger les lignes qui structurent notre société. D'abord, il faudrait peut-être optimiser les soins palliatifs, l'unanimité des instances, les partis politiques, le CCNE, la Haute Autorité de Santé, l'IGAS, le CESE, le Sénat, l'Assemblée nationale, tous les gens qui font des rapports sur les soins palliatifs concluent que les soins palliatifs ne sont pas optimisés et ne sont pas financés correctement. Il faudrait peut-être commencer par faire ça. Et puis je rappelle donc que administrer la mort n'est pas un soin et que 99% des demandes disparaissent lorsqu'elles sont prises en charge par une équipe pour l'arrêt de soins palliatifs. Alors nous en venons à 2 mots de la Convention citoyenne qui devra plutôt être appelée une manipulation citoyenne, puisque c'est plutôt une fausse bonne idée cette histoire. Dès le premier week-end, on a amené un euthanasieur belge et un suicideur suisse pour faire travailler la Convention citoyenne. Scandale. Inadmissible. La bibliographie donnée à la Convention citoyenne a été édulcorée. Ils ont éliminé délibérément toute une partie des livres pro-soins palliatifs et ils ont surreprésenté les livres pro-euthanasie. Et puis, je suis désolé, mais commencer par parler ce qui n'est pas la loi en France, comme méthode de travail, je suis mais scandalisé. Allez. Terminons par l'avis 139 du CCNE. Ceci dit, pour revenir à la Convention citoyenne, on est assez surpris de la qualité des questions posées par le public. Je vous rappelle que les 185 membres de la Convention citoyenne, sauf exception, n'ont jamais vu de malade, n'ont pas de pratique professionnelle et abordent un sujet qu'ils abordent comme un quidam sans les bases éthiques, juridiques, déontologiques, philosophiques qui sont nécessaires pour faire ce métier. Donc, ils découvrent ce sujet, ils posent des questions souvent extrêmement pertinentes et beaucoup ont manifesté leur étonnement de la manière dont on les fait travailler. Ils ont encore 6 week-ends de travail, restons à leur côté et voyons comment les choses évoluent. Pour en arriver à l'avis 139 du CCNE qui s'appelle « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie, autonomie et solidarité ». Je vous encourage vivement, mesdames et messieurs, chers collègues, à taper ccne.fr pour aller voir les métiers des gens qui composent les 45 membres du CCNE. Vous allez voir, c'est assez surprenant. Alors, on comprend peut-être mieux quand on voit qu'il n'y a pratiquement pas de médecins de pratique, de médecins cliniciens dans le CCNE, pourquoi ils se sont réfugiés dans aide active à mourir. Je passe vite sur ces diapos, j'ai déjà dit tout à l'heure à quel point cette expression était une catastrophe éthique. On est stupéfait qu'un comité d'éthique appelle ça aide active à mourir. L'euthanasie et le suicide assisté sont des morts provoquées, et il faut dire mort provoquée, ou euthanasie ou suicide assisté, mais sûrement pas aide à mourir, et sûrement pas aide active à mourir. Vous avez déjà vu une aide passive, vous, c'est ridicule. Administrer la mort n'est pas un soin, c'est indigne d'un comité d'éthique d'avoir utilisé cette expression. Il y a 2 pages de synthèse et une page d'avis des réservistes, une page et demie, qui ont dit qu'ils n'appréciaient pas la conclusion. Regardez, il y a donc 3 pages et demie à lire et je vous pose la question, je ne vois pas à cause de nos problèmes techniques, mais parmi les personnes qui sont là ce soir, quels sont ceux qui ont lu les 3 pages de l'avis 139 ? Pour parler de l'avis 139, il faut l'avoir lu, il faut l'avoir bien pensé, se rendre compte que l'aide active à mourir leur semble une manière éthique de régler la question. Et puis donc, ils estiment, ce qui est une rupture majeure de positionnement du CCNE par rapport aux décennies de travail du CCNE, que le suicide assisté est une manière éthique de régler la demande de mort de la part de patients. Soit. Mais ils ajoutent que, comme certains malades ne peuvent pas se suicider, il faut aussi prévoir l'euthanasie. Alors là, je voudrais dire quelque chose que ma longue carrière de médecin me permet d'affirmer, et là aussi c'est factuel. Sur les 610 000 morts en France, tous ceux qui sont concernés par une éventuelle désir de raccourcir leur vie, la quasi-totalité d'entre eux peuvent se suicider. Ceux qui ne peuvent pas se suicider, ça représente à peu près 1% des patients qui arrivent en fin de vie. Alors, j'ai eu l'occasion déjà d'enseigner ça, de faire une conférence nationale là-dessus. Il y a eu des commentaires en disant, mais Gomal dit n'importe quoi, c'est faux, il y a plein de malades qui peuvent pas se suicider. Non! Sur 610 000 décès, sur des dizaines de milliers de malades qui arrivent en fin de vie, de maladies chroniques, neurodégénératives, etc., la quasi-totalité de ces malades peut se suicider. J'ai pas dit que c'était facile
que c'était simple, que c'était humain, qu'il fallait l'encourager. Je dis simplement que déjà, après le suicide assisté, vouloir en plus proposer l'euthanasie, alors que c'est exceptionnel de chez rarissime comme situation, soyons raisonnables. Je suis véritablement... En fait, ma réaction actuellement, pour terminer, sur que penser de l'avis du CCNE. Écoutez, les deux ministres en charge de la Convention citoyenne sont pro-euthanasiques. Le CESE est pro-euthanasique. Le président a dérapé sur l'exemple belge. 90% des journalistes sont pro-euthanasiques. Et le CCNE vient de faire un avis 139 qui brise le tabou du respect de la vie. La Convention citoyenne est une manipulation immédiate des citoyens. Et les intellectuels tombent dans l'incompétence, et l'ultra qui est pris derrière Nice, comme vous savez, ça vient du proverbe latin cordonnier pas au-dessus de la chaussure. Beaucoup de profs de droit, de philosophes qui disent des choses complètement fausses sur l'euthanasie et sédation profonde. Donc on est dans une incompétence généralisée. Et puis en plus, pour approfondir encore, aggraver la confusion, toutes les instances se mettent à évaluer. Il y a une mission d'évaluation parlementaire de la loi Claes Leonetti. La Cour des comptes fait un rapport sur les soins palliatifs. Le GAG, la mission linguistique confiée à M. Orsena, alors que tous les termes sont définis par le code pénal, le code de santé publique, le comité d'éthique, on a demandé à une mission de redéfinir les termes. Et puis on ne parle plus du tout du plan de soins palliatifs. On peut vraiment se demander s'il y a un pilote dans l'avion. Je suis vraiment effondré de la situation actuelle du débat qui ajoute de la confusion à la confusion. Moi, je vous propose de garder comme axe fort, c'est que pour un débat éclairé, citoyen, républicain, sans lobbying, sans pression médiatique, sans pression économique, sans tabou, exigeons des soins palliatifs partout et pour tous, et parlons vraiment des gens compétents sur l'accompagnement de la fin de vie avant de donner la parole à des gens qui disent des choses fausses ou des fake news sur la fin de vie. Parce qu'il y a 3 idées forces. La loi ne protège absolument pas contre les dérives, l'euthanasie reste une grande violence et les Français veulent des soins palliatifs. Donc, les enjeux pour 2023, c'est faire grandir l'humain, corriger les méconnaissances, trouver les bons mots, remédier à la carence d'informations vraies, scientifiques et pédagogiques, et peut-être que le dos au mur, on sera peut-être obligé d'accepter un compromis vers le suicide assisté. Puisque je viens de vous énumérer toutes les instances qui sont pro-euthanasiques, nous risquons dans quelques mois, puisque le Parlement a déjà annoncé que quel que soit le verdict de la Convention citoyenne, ils voteront ce qu'ils voudront, le message est clair, soit députés de la majorité qu'on dit ça. Donc, si on a l'euthanasie, les soignants deviennent des administrateurs de mort. Si on a le suicide assisté, c'est une rupture anthropologique également, mais on respecte la liberté et l'autonomie. L'encadrement aussi, parce que je n'ai pas parlé de l'Oregon, mais il est beaucoup plus encadré que dans les autres pays. Les acteurs de soins n'administrent pas la mort et ça reste compatible avec la prévention du suicide. Donc, vraiment, que penser après l'avis du CCNE ? Eh bien, attention aux déformations, attention au discours qui nuit gravement à la santé et à la solidarité, parce que administrer la mort n'est pas un progrès social, n'est pas une liberté et n'est pas un soin. Si on touche à ça, comme vient de le faire le CCNE, on touche vraiment à quelque chose de fondamental de notre vie en société. Je vous remercie pour votre attention et je suis désolé de ces problèmes techniques. Nous aussi. Bon, merci beaucoup. Hein. C'était difficile, mais on a quand même bien compris le message. Enfin, surtout quand j'allais dire, quand on le partage. Alors bon, moi j'ai peut-être la chance de partager du fait de mon expérience professionnelle aussi, dans un contexte un peu différent, qui était, mais enfin, qui se retrouve aussi, hein, qui était celui des soins de longue durée après avoir fait de la réanimation. Et moi, j'ai commencé ma carrière à un moment où on m'appelait comme jeune anesthésiste pour aller endormir des gens qui arrivaient totalement au bout du rouleau dans une clinique ou dans un hôpital. On a fait ça sans trop de précautions, sans trop se poser de questions, sans encadrement véritable, parce qu'on n'avait pas d'autre solution, qu'on ne savait pas faire autrement.
Et puis, petit à petit, il y a des gens en France qui, comme Sebaglanoé, comme Gomas, comme Burukoa, sont venus nous expliquer qu'on pouvait faire autrement à partir d'expériences essentiellement de Grande-Bretagne et du Canada. Et nous nous sommes affinés, puis les lois sont arrivées, ont mieux encadré la fin de la vie, et petit à petit, j'en suis arrivé à l'idée qu'il fallait vraiment faire autrement. C'est-à-dire qu'au fond, c'est au-delà d'une opposition de principe que j'ai maintenant, mon opposition de principe, pour ma part, et puis je vais vous laisser la parole, bien sûr, hein, elle repose, je dirais, davantage sur l'évolution historique des soins palliatifs qui nous permettent de faire autrement. C'est-à-dire de faire les choses bien. Mais encore faut-il qu'il y ait accès à ces soins-là. Et je n'arrive pas, moi, comme Jean-Marie Gomas, à me résoudre au fait qu'on doive se replier sur des mesures radicales, expéditives, programmées, définitives, irréversibles, pour en lieu et place des soins palliatifs. Ça, véritablement, c'est quelque chose qui me choque profondément. Et je comprends, hein, à domicile, on est pressé. Est-ce que le médecin viendra à 2 heures du matin se déplacer pour quelqu'un qui s'étouffe, qui a ce que nous appelons nous une dyspnée? Est-ce que véritablement il y aura une disponibilité des soins? Elle est déjà pas très vraie pour dans les autres situations, ou même carrément défaillante. Alors, dans ces situations-là, vous imaginez, bon, donc, on a vu ce qui se passait aussi pendant la crise Covid. Alors, moi, je m'arrête et je vous laisse la parole, mais c'est vrai que je suis impressionné par le fait que l'émotion considérable dégagée par des expériences terribles qui ont été vécues dans des familles puisse amener finalement à des solutions de ce type-là, quoi. C'est quelque chose qui, enfin voilà, quoi. Au lieu D'autant de plus, s'attaquer, voilà, au vrai problème. oui, d'autant plus, Bernard, tu as raison, d'autant plus que depuis des années, ça fait 30 ans que je m'occupe de ça et je publie là-dessus, j'ai été expert pour des instances de nombreuses fois là-dessus, et quand on leur dit que la Belgique ne contrôle rien, quand on dit qu'au Canada, c'est open bar avec une violence et une rapidité phénoménale, vous vous rendez compte, 6 jours pour être euthanasié en délai moyen entre la demande et l'acte. Non mais est-ce que c'est cette société-là dont on veut? Et quand on dit ça aux gens, ils ont du mal à croire les faits, ils ont du mal à... Quand je dis que j'ai vu des généralistes euthanasier des vieillards qui n'avaient rien demandé à domicile sur la demande des familles sans faire de dossier, on me dit, mais c'est pas possible. Monsieur Gomas, c'est pas possible. Ben, si, c'est possible, je l'ai vu. Non, non, c'est pas possible. C'est le dessin de Xavier Gors, quoi. Les faits sont démentis par mon opinion. Quand on a fait des publications énormes avec des datas considérables pour montrer à quel point l'ambivalence des patients désespérés doit jamais être oubliée. Moi, j'ai vu des centaines de malades m'ont demandé l'euthanasie. Et des centaines de malades qui n'ont pas été euthanasiés ont vécu jusqu'au bout une vie pas forcément facile et souvent, régulièrement, en me remerciant de ne pas les avoir euthanasiés. Donc, ces faits-là, quand on les explique, on a l'impression que la société contemporaine a évolué de manière qui fait qu'elle ne veut plus tenir compte de ça. Elle ne veut plus tenir compte de cette humilité, de cette fragilité. Quand on dit en Hollande que n'importe qui demande l'euthanasie, même pas malade, même simplement fatigué de vivre, est euthanasié en quelques jours, et qu'on dit aux gens, mais est-ce que c'est cette société-là dont vous voulez? Ah oui, là quand même, nos interlocuteurs sont gênés. Il y a un Hollandais qui a participé à la commission de contrôle, qui en est sorti, qui a démissionné, et qui vient de faire 2 articles dans le journal Le Monde. Alors, ce n'est pas le 5e évangile, le journal Le Monde, ok. Mais lui, Theo Bauer, il a travaillé quand même pendant 10 ans à la commission de contrôle des euthanasies en Hollande. Relisez ce papier dans Le Monde, ça a paru il y a quelques jours. Il dit « Je suis horrifié par ce qu'est devenu mon pays ». Lui, Theo Bauer, euthanasieur habituel. Il dit « Je ne suis pas opposé à l'euthanasie, mais dans lequel ça se fait en Hollande, c'est épouvantable, il n'y a plus de limite, on s'enfonce. Il y a des petites villes en Hollande où 15% des décès sont par euthanasie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 15% des décès, mais c'est colossal.
par euthanasie. Et donc, on a des faits. Les Allemands ont publié que s'étaient construits des EHPAD à la frontière entre la Hollande et l'Allemagne, qui étaient remplis de Hollandais qui venaient vivre en Allemagne pour éviter de se faire euthanasier. C'est factuel. C'est quand même impressionnant qu'on en soit là dans un pays qui prétend être une terre de liberté. Donc, quand on raconte ça aux experts, vous savez, j'étais à la commission parlementaire Leonetti, la première fois, je leur ai dit qu'il y avait des centaines d'euthanasies tous les week-ends dans les centres anticancéreux en France pour faire de la place pour les chimios du lundi matin. Jean Leonetti et les députés étaient en état de choc. Je me souviens très bien de cette séance, puisque j'ai été auditionné plusieurs fois. Ils étaient en état de choc. Ça a été publié, hein. J'assume mes propos, c'est dans le 2e tome des verbatims de la commission parlementaire. Gomas dit, tous les week-ends dans les centres anticancéreux, il y a des euthanasies pour faire de la place pour les chimios du lundi matin. C'était les années 80, 90. Et la commission parlementaire Leonetti, c'est 2003-2004. Hein. Et donc, année 2000, ça continuait, ça commençait à diminuer un peu, à modifier. Mais les députés étaient horrifiés de m'entendre. Mais c'est ça la réalité. Et ce n'est pas parce qu'il y a des euthanasies clandestines que la loi les supprime, puisqu'il y a encore plus d'euthanasies clandestines en Belgique maintenant. Puisqu'ils ne risquent plus rien, ils ne font même pas les dossiers. Ça, c'est factuel aussi. Quand vous ne risquez plus rien, vous ne faites pas de déclaration. C'est pour ça que 30 à 40% des euthanasies ne sont pas déclarées en Belgique. Je vous redonne la parole. Alors peut-être, je vois 2 mains qui se sont levées, Roland Fardel et Véronique. Alors Roland, est-ce que vous voulez, votre micro est coupé, parler en premier, ou est-ce que vous laissez Véronique parler en premier? Ben, je laisse Véronique. Alors voilà. Merci, c'est très gentil et très galant de votre part. Donc Jean-Marie, vraiment très très contente malgré les difficultés de t'avoir écouté à nouveau et ta force de conviction et ton témoignage est irremplaçable. Oui, mais tu as raison d'être en colère. Mais c'est pas une colère stérile, c'est une colère qui propose, c'est une colère qui témoigne. Et ça, on a besoin de gens comme ça irréprochables comme toi qui vont nous témoigner. Alors moi, je suis, tu sais, psychiatre et gériatre. Donc évidemment, la question du suicide, eh ben, c'est mon quotidien. Et je sais que ce que les gens demandent en gériatrie, c'est absolument pas être euthanasié, mais c'est être accompagné. Ce que tu as montré lors de ton exposé. Bon, évidemment, dans mon hôpital de 1000 lits et places de personnes très âgées qui ont des troubles cognitifs, où je suis la seule psychiatre, on a 4 lits de soins palliatifs. Une psychologue à temps partiel, un médecin à temps partiel et une infirmière à temps partiel. Waouh, c'est beau. Mais on a en même temps une culture palliative du soin qui permet de faire un contre-feu aux demandes journalières et quotidiennes des familles. Autre point, dans l'Oregon, lorsque les personnes, ça c'est souvent un argument qu'on entend, se voient délivrer le pain total ou les produits létals et qu'ils l'ont à la maison, la plupart du temps, ils n'y ont pas recours. Ils ne se l'administrent pas. Donc, les gens disent, laissez les médecins prescrire, comme ça, on sera tranquille. Bon, c'est quand même pas n'importe quoi, hein, la Kill-Pill ou le pain total comme prescription. Quid de l'avancée des soins palliatifs? Zéro. Qu'est-ce que c'est que cette société? Quid de la loi grand âge? Zéro. Qu'est-ce qu'on veut pour nos aînés? Il y a un clivage dans la société sur tu sais, de la naissance à la mort, avec la sexualité entre ces 3 thèmes où tu as les pros, les contre, et c'est extrêmement violent et clivage. Et depuis que je fais des conférences où j'aborde ces questions sur la fin de vie, c'est-à-dire ça fait 1 an à peu près depuis que la vie est sortie, je suis atterrée par la réaction des jeunes d'abord. Les jeunes sont dans une exigence de faire comme ils ont envie qu'on fasse. C'est-à-dire, il faut me prescrire la piqûre, c'est mon choix, c'est ma liberté, ils ne comprennent rien du tout. Et va instiller un doute dans leur pensée, c'est très compliqué, avec des propos agressifs. Et je suis allée en Belgique faire une conférence récemment sur le grand âge, le vieillissement, et je citais, sur la fin de vie, et je citais le cas d'un vieux monsieur de 92 ans qui est rentré dans mon hôpital, rattrapé in extremis par son auxiliaire de vie, il voulait sauter par-dessus son balcon. Arrivé aux urgences de Mondor, il se met un sac plastique sur la tête pour mourir. Et arrivé dans mon hôpital, on le trouve enroulé avec le cordon autour du cou.
Et c'est un haut fonctionnaire qui avait perdu la vue, il avait une DMLA très importante, il n'avait plus de fille, etc. Évidemment, j'ai fait un contrat thérapeutique avec lui. Je suis bien d'accord, le traitement antidépresseur seul ne suffit pas. Il faut cet accompagnement aussi avec ces malades-là. Et donc, je disais qu'un mois plus tard, il était reparti dans la vie, chez sa fille, avec lequel j'avais pu renouer des contacts, etc. Et alors, dans la salle, un Belge me dit, il y avait 200 personnes, il prend le micro et il dit, bah, avec l'accent belge, hein, mais je comprends pas, je suis quand même très, très, très choquée, là, ce que vous avez raconté sur le vieux. Pourquoi vous l'avez pas poussé par la fenêtre puisqu'il voulait mourir? Hein, c'est effrayant. Donc, moi j'ai été mais anéantie. Ben, je dis parce que je suis un être humain, parce que je suis médecin, parce que je suis psychiatre et que mon job, c'est d'accompagner et de soigner et pas de pousser. Ils ne connaissent même pas la loi morale. Ils ne connaissent même pas la règle d'or. C'est terrible, avec des certitudes qui sont dans leur bon droit. Et donc, dans la commission, évidemment que c'est la porte ouverte à tous les abus. On dit ça va être très encadré, mais quoi? C'est pas vrai. Oui, mais non, bien sûr que non. C'est impossible. Donc, ça ne sera pas très encadré. Moi, de toute façon, je ne prescrirai pas la mort. Ce n'est pas possible. C'est en contradiction totale. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que les soignants sont quand même vent debout vis-à-vis de cet avis 139. Je suis très étonnée du discours de Régis Aubry, que je trouve qu'il mange son chapeau. Je comprends pas. Il est quand même médecin de soins pâles. Il a présidé la commission de la loi de la fin de vie en France pendant des années. Je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il renonce? Pourquoi? Et tu as oublié de mentionner dans l'avis 139 que j'ai mis en ligne sur le chat, pourquoi il y avait aussi les représentants dans l'avis du CCNE de toutes les obédientes franc-maçonnes qui sont pro-euthanasie. Et non, mais c'est tout à fait nouveau. Dans la composition du CCNE, c'est tout à fait nouveau qu'il soit explicitement nommé. Hein. Alors, merci pour ta réaction. Je viens d'aller donner des cours de gériatrie en Belgique. J'étais très frappé par l'évolution, puisque j'ai enseigné là-bas pendant plus de 10 ans. Je suis retourné là récemment. L'évolution sur la banalisation du mal. Oui. C'est-à-dire, mais c'est sa liberté et c'est la loi. Donc, fin de la discussion, fin des réactions. C'est je m'incline devant ce qu'il demande et il y a une espèce de neutralité, voire de complicité à surtout ne pas se mettre en défaut par rapport à la grande règle de la société contemporaine. C'est comme je veux, où je veux, quand je veux et je l'exige. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'hyper-égocentrisme, comme si on n'était pas dépendant des gens qu'on a créés et des gens qui nous ont créés, déjà, sans parler des gens avec qui on vit. C'est très, très intéressant, très triste peut-être, mais intéressant de voir qu'il y a 2 types de publications après le suicide assisté ou l'euthanasie. Des publications qui disent que les gens qui ont préparé l'euthanasie ou le suicide assisté, c'est 2 choses très différentes, le vivent plutôt assez bien, et puis des publications qui disent à quel point beaucoup de familles ont été ravagées par cette mort provoquée et ne s'en sont jamais remis, avec des deuils psychologiques. Une des hypothèses qui vient d'être publiée récemment, c'est que préparer le suicide assisté de quelqu'un qui fait partager ça à sa famille fait faire finalement un chemin et un partage d'affectivité qui contribue à ce que le travail de deuil soit moins douloureux. Enfin, on en est pour l'instant à des hypothèses bien compliquées et même si c'est que le suicide assisté, ça reste pour moi une rupture anthropologique. Je serais soulagé que les gens ne soient pas administrateurs de la mort, mais je crains fort actuellement qu'on ait ceinture et bretelles et l'euthanasie et le suicide assisté. Donc on est en train de se battre, nous, je ne suis pas le seul expert sur cette question-là, on est en train de se battre avec les pouvoirs politiques, avec les députés, avec les responsables. On a des réunions au plus haut niveau. On a joué le jeu de la Convention citoyenne qui a manipulé la méthode de travail. Une honte, un scandale. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Il y a encore des petites blagounettes qui sont prévues pour les week-ends qui suivent. Voilà, on essaye de se battre pour faire comprendre à nos décideurs que administrer la mort n'est pas un soin, même si les Belges disent le contraire. Merci Jean-Marie.
Nous avons Roland Fardel qui, alors cette fois, pour le coup, il y a deux autres dames qui attendent, donc on va quand même donner la parole à Roland Fardel. Merci. Bon, ben, je suis d'accord avec pratiquement tout ce qui a été dit, mais je voudrais, alors, je suis un peu en dehors du problème de la loi, des légalistes. Je pense que euh, c'est triste d'avoir une loi qui nous force à faire des soins palliatifs. Mais non, Ça devrait pas exister. mais non. Mais si vous voulez pas de soins palliatifs, ne les pratiquez pas, monsieur. Mais c'est pas ça que je veux dire. C'est l'inverse. Pourquoi est-ce que les médecins ont besoin d'une loi pour faire des soins palliatifs? Ah, pardon, j'ai compris l'affaire. Ah, Voilà. alors, Et, là, et, là, et tout a été tracé. Voilà. Où est le manque? Vous dites il n'y a pas les moyens. Ça fait 5 ou 6 plans qui sont faits. Et les soins palliatifs se sont développés de façon phénoménale, des progrès importants. Mais la diffusion dans le terrain, zéro. Pas zéro, il ne faut pas dire zéro. Mais quand même, comment voulez-vous faire des soins palliatifs sans permanence des soins corrects? Comment bien sûr. Bon, et alors, le chemin est tout tracé pour ceux qui manifestent contre des fins de vie misérables et inadmissibles. Bien sûr. Et voilà. Eh oui. Mais alors, vous avez vu, d'abord, je vous présente mes excuses pour la médiatique, puis une deuxième fois, je vous présente mes excuses pour ma colère. Vous sentez que je suis en colère. Non, mais ça, je suis d'accord. Toute ma vie à défendre l'autre, son unicité, son mystère et la complexité de son chemin. Et c'est vraiment terrible pour moi de travailler avec des décideurs qui ne veulent pas entendre ce qu'on a publié. Je profite de l'occasion pour dire qu'il y a quand même 2 publications d'importance mondiale qui ont montré que le malade gardait du sens à sa vie jusqu'au bout, puisque c'est lui qui lâchait prise et qui marquait la date de son décès. L'étude de Phillips en 90 a montré que le malade pouvait décaler de 8 jours la date de son décès lorsqu'il attendait une date importante pour lui. Et, excusez-moi, l'étude de Gomas en 2015 a montré auprès de 600 décès consécutifs, la plus colossale étude jamais réalisée, avec minutage du décès et des visites, 600 décès, 15 000 items analysés, que les malades, 3 fois sur 4, attendent qu'il n'y ait plus personne dans leur chambre pour rendre leur dernier souffle. Oui, je l'ai lu. Ils attendent que les visites soient sorties pour s'arrêter de respirer. 3 fois sur 4 quand ils sont accompagnés, y compris des heures et des heures par jour. Et ceux qui sont tout seuls attendent la visite de 10 minutes pour décéder devant lui. C'est-à-dire que l'immense majorité, de l'ordre de 85-87% des patients, ne décèdent pas au hasard, mais choisissent le jour et l'heure. Alors, certains d'entre vous, j'imagine, ont une spiritualité qui leur fait penser que quelqu'un de très connu a dit « Veillez car vous ne savez ni le jour ni l'heure », mais nous avons montré le contraire, c'est-à-dire que, et on n'est pas dans le même plan symbolique. Pardon, c'est des gens accompagnés. Oui, c'est des gens accompagnés. Ah. Quand les gens ont le choix, 3/4 des malades ne donnent pas leur dernier souffle, qui est tellement difficile à voir. Aïe, ça marche plus. Oui. On a de nouveau des problèmes. Jean-Marie, peut-être si tu coupes ta caméra, excuse-nous. Excuse-moi, Jean-Marie, peut-être en coupant simplement ta caméra, peut-être on va quand même continuer à t'entendre. Oui. Oui, donc ces 2 études, Phillips 90 et Gomas 2015, sont des études majeures qui montrent que la mort du malade est surtout décidée par son lâcher-prise. Évidemment, elle dépend aussi de la situation abracadabrantesque de son corps, éventuellement, mais même sur des gens qui sont dans des fins de vie invraisemblables, c'est leur lâcher-prise qui marque la date de leur dernier souffle. Ça, c'est quand même extraordinaire. Et ceux qui ne sont pas accompagnés, vous ne pouvez pas ce qu'ils font. Mon étude, le cortex de l'étude et notre conclusion, c'est quand on a le choix de la manière dont on est accompagné. C'est-à-dire quand, évidemment, par exemple, j'ai publié aussi des premières études au monde sur les fins de vie à domicile, puisque j'ai publié le premier livre sur les soins palliatifs à domicile.
J'ai accompagné des centaines de personnes à domicile. La quasi-totalité de ces malades décèdent avec leur famille, mais ils n'ont pas le choix, la famille est là. Ils ne peuvent pas décéder sans leur famille, la famille est dans la chambre ou dans le salon. Donc, vous voyez que le contexte de la fin de vie change complètement cette espèce de vision extraordinaire. Et l'étude de Philips qui montre qu'on peut décaler de 8 jours la date de son décès, c'est magistral. C'est vraiment une étude qui a apporté une preuve scientifique au fait que notre désir de vie est extraordinaire. Alors, j'ai rencontré un de mes étudiants il y a 15 jours, je faisais un cours là-dessus, juste avant Noël, et je le vois rire, il me dit, Monsieur Gomas, j'ai eu un malade qui faisait partie de cette cohorte de Philips. On a reçu une dame, c'est une étude qui a été faite dans les populations chinoises qui croient dans la fête de la moisson de la Lune, et il a reçu une femme mourante de 92 ans juste avant la semaine de fête qu'elle devait présider. Toute la famille était arrivée de Chine. La femme a repris vigueur, a payé toutes les fêtes et elle est morte 8 jours après. C'est exactement ce que Philips a publié. Donc, avec des études scientifiques bien faites comme ça, on a quand même des arguments pour dire attention à l'ambivalence des gens, attention au choix des gens. Oui. Maintenant, que les choses soient claires. Pourquoi je suis prêt à accepter le suicide assisté malgré ma position sur le soin palliatif, c'est que jamais dans ma vie de soin palliatif, j'ai forcé un malade à vivre contre son gré. Jamais j'ai forcé un malade à faire quelque chose qu'il ne voulait pas faire. Et si un malade veut raccourcir sa vie, soit qu'il la raccourcisse, mais qu'on arrête de dire qu'il faut changer la loi pour ça. Le suicide est l'ultime liberté. Organisons les choses si la société contemporaine ne supporte plus cette finitude pour que les gens puissent avoir une aide pharmacologique confortable pour leur suicide, ils se suicideront, mais ce ne sera jamais un professionnel de santé qui donnera la mort. Ça, pour nous, les spécialistes de soins palliatifs, c'est une barrière infranchissable. On pourrait peut-être passer la parole à Madame Denise Strubel de Nîmes, je crois. Oui, bonsoir. Je veux commencer par remercier M. Gonas pour son militantisme et pour exprimer l'opinion de la majorité des soignants. Je suis ancien gériatre retraité, donc je rejoins tout à fait votre opinion, et y compris l'ouverture finale que vous avez faite sur éventuellement le suicide assisté. Là où je voulais intervenir, c'est moi je suis interpellée par le changement d'opinion majeur que je perçois en dehors des soignants. Les soignants sont unanimes toujours contre l'euthanasie, mais à l'extérieur, c'est un revirement complet. Tout le monde prône l'euthanasie. Et je m'interroge pour trouver l'explication de ça, et c'est argumenté par des situations terribles que des personnes ont vécues pour la fin de vie d'un de leurs proches, dans des souffrances terribles, une incompréhension avec les médecins. Je me pose la question de la responsabilité des médecins qui n'ont absolument pas, dans la majorité des cas, intégré la loi Claes-Leonetti, ou qui la connaissent vaguement et ne l'appliquent pas, en dehors du fait, bien sûr, que nous manquons de structures en palliatif. Donc, je voulais vous interroger là-dessus, la responsabilité des médecins dans ce qui se passe un peu à l'heure actuelle. Et une petite question annexe, mais qui est un énorme problème à mon sens, c'est il faudra un jour se pencher un peu sur la spécificité de la fin de vie des personnes avec des pathologies neuroévolutives à un stade très avancé, car celles-ci, du fait qu'on ne sait pas très bien jusqu'à quand elles peuvent exprimer leur volonté, ça complique les choses pour entendre leurs souhaits. Voilà. Merci d'avance pour vos réponses. Merci beaucoup, madame. Merci, chers collègues. Alors, la responsabilité des médecins. J'ai deux types de réponses. Une réponse politiquement correcte et une réponse cash. La réponse politiquement correcte, c'est oui, probablement. La réponse cash, c'est nous payons des décennies d'incompétence
compétences médicales sur l'accompagnement palliatif. Que les choses soient claires. Et nous en avons des preuves. Quand vous dites que beaucoup de familles sont pour l'euthanasie parce qu'ils ont eu quelqu'un qui est mort en hurlant, mais je les comprends, c'est tellement inadmissible d'avoir laissé des malades. Toute ma vie, je me suis battu contre ça. J'étais chef de service dans un CHU. J'ai passé 25 ans chef d'unité, douleur chronique, soins palliatifs dans un CHU à Paris. Un petit CHU gériatrique de 620 lits. Tous les jours, il y avait des malades qui hurlaient, qui n'avaient pas la morphine. Tous les jours, il y a des malades de détresse respiratoire qui n'avaient pas de corticoïdes, pas de morphine et pas de sédatif. Tous les jours. Donc, je l'ai vécu ça dans mon quotidien de praticien. Donc, oui, nous payons des décennies. Et d'ailleurs, Falorni, Jonathan Denis, la DMD, Lynn Renaud, qui nous dit que son chéri est mort en hurlant, que sa mère est morte en hurlant, etc., mettent ça en avant pour réclamer l'euthanasie. Deuxième point de votre question, les spécificités des neurodégénératives. Nous sommes en train de préparer, avec les tutelles, des aménagements de la loi là-dessus. C'est pas simple. Probablement, c'est une des raisons pour lesquelles le suicide assisté va être une partie de la réponse. C'est que ces malades atteints de maladies neurodégénératives, eh bien évidemment, dans les derniers jours, ils ne peuvent plus se suicider, mais avant, ils peuvent. Et peut-être que c'est souvent, oui, souvent, bon, pas tous, je sais. Mais alors attention, là aussi, bien sûr, pas dans les derniers jours. Mais ça aussi, ça se prépare, ça ne s'invente pas. On ne s'invente pas dans les derniers jours de sa vie que tiens, on veut se suicider. Et ça, c'est une des grosses malhonnêtetés de la Convention citoyenne. La question qu'on leur a posée, c'est est-ce qu'à votre avis, la loi peut répondre à toutes les situations? Ben, je vais sûr que non. La loi générale est une loi générale, elle ne peut pas répondre à tous les cas particuliers. 610 000 morts par an en France, hors Covid. Maintenant, on en a 20 000 de plus. Attention, d'ailleurs, là, je vous prépare un joli petit scandale sanitaire sur la mortalité du Covid et les mensonges de notre ministre. Ça va sortir, je vous promets quelques soirées agitées, puisque les chiffres ont été manipulés, donc rendez-vous dans 1 ou 2 ans. Vous allez voir des surprises sur le Covid. Passons. Mais donc, sur 610 000 morts, il s'agit de quelques milliers de personnes. Faut-il changer la loi pour quelques milliers de personnes? La réponse de la commission Leonetti avait dit non, on ne va pas changer la loi pour moins de 1% de cas compliqués. On ne va pas faire une rupture anthropologique pour une société entière, d'autant plus qu'on voit maintenant les exemples étrangers qui montrent que c'est irrattrapable et c'est irréversible pour moins de 1% de situations compliquées. Trouvons des solutions pour ces 1%, développons les soins palliatifs, mais ne changeons pas le référentiel de notre vie en société. Merci pour votre témoignage. Marie Denico, vous voulez intervenir? C'est à votre tour. Vous pouvez mettre votre micro. Oui, voilà. Oui, tout d'abord, un grand merci, Monsieur Gomas. J'ai quitté ma vie professionnelle, ça fait 17 ans maintenant, mais j'ai travaillé en gériatrie. Et je peux vous dire que vraiment, vous avez marqué une certaine génération par vos écrits, vous continuez. Par contre, je tenais à souligner que cette loi Leonetti n'a pas été comprise par les professionnels. Si on avait appliqué la loi Leonetti parfaitement, on n'en serait pas là actuellement. Oui, vous avez raison. À mon avis, ça c'est un gros problème. Et même quand j'étais professionnelle et que je voyais les internes, les externes, je parlais de cette loi, ils m'envoyaient promener parce que même dans la formation des médecins, ça n'a pas été assez explicite. Et à l'heure actuelle, je me dis, je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une loi. C'est vrai qu'on entend de plus en plus, il y a un changement de société important. Il y a un changement. Tout à l'heure, cette personne qui a parlé des jeunes qui voulaient des réponses rapides, etc. Oui, il y a un changement de société qui est très fort, mais il faut arriver à clarifier par les professionnels de santé, dont vous êtes en majorité devant nous là, il faut arriver à sensibiliser sur qu'est-ce que c'est que les soins palliatifs, qu'est-ce que c'est que l'accompagnement. Monsieur Gomas, un grand merci d'avoir commencé votre exposé, et là, c'est tous les problèmes qu'on a pu avoir d'audition, mais d'avoir commencé votre exposé en disant, en définissant les soins palliatifs, prendre soin, la philosophie de soins jusqu'à une finitude, il n'y a pas de guérison, mais comment on peut aider à accompagner? On parle de
de lits de soins palliatifs. Mais tout patient qui serait en fin de vie devrait être pris en charge par un accompagnement. Mais tout à fait, madame. Merci voilà. beaucoup. Et je voulais vous dire aussi, simplement, je suis extrêmement triste de vous avoir entendu parler de cette convention citoyenne où on sent qu'on est baladé. Et c'est une honte, ça. Parce que la convention citoyenne, comme principe, était intéressante. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Parce que c'est vrai qu'on a parlé de la loi du grand âge, etc. Et qu'est-ce qu'on a vu? Voilà. Merci, Monsieur Gomas. Merci pour vos gentilles paroles. Oui, je partage votre étonnement, mais c'est bien pour ça que, compte tenu de ce qui remonte de nos concitoyens, vous savez, quand on a travaillé avec les députés l'année dernière pour la loi Falorni, on travaille encore avec des députés actuellement. Ils nous disent être paniqués par les mails qu'ils reçoivent de leurs administrés qui les menacent. Alors ça, c'est les pro-activistes pro-euthanasiques sont derrière ça, puisque les mails sont communs et il y a des troncs communs qui sont diffusés par ces associations pour dire toujours la même chose aux députés, mais ils menacent les députés de ne pas être élus s'ils ne sont pas dans le sens de l'histoire et s'ils ne sont pas pour le progrès de l'euthanasie. Donc oui, il y a un changement de société. Oui, cette inquiétude et cette manière de changer notre regard sur l'existence fait que peut-être le dos au mur, je ne m'opposerai pas à suicide assisté. Alors, je viens de prendre ma retraite, je ne suis plus clinicien, c'est pas moi qui prescrirai de toute façon, mais le dos au mur, j'accepterai peut-être ça parce que la société ne veut plus entendre parler d'autre chose que l'autonomie mise au-dessus de toutes les autres valeurs, y compris au-dessus de la solidarité, y compris au-dessus de la solidarité vis-à-vis des gens qui nous ont précédés et des gens qu'on a mis au monde. Il y a quand même quelques solides deuils pathologiques chez des enfants de malades euthanasiés ou suicidés. Et les psychiatres, là, j'en veux beaucoup aux psychiatres. Tiens, Véronique, tu leur diras de ma part, j'en veux beaucoup aux psychiatres de leur silence assourdissant sur ce sujet-là. Ils pourraient quand même prendre la parole en disant qu'en tant que psychiatres, ils sont choqués par ce torrent d'informations toujours proactives dans le même sens et on ne parle pas des survivants. On ne parle pas assez des survivants. Ce n'est pas parce qu'il y a une banalisation du mal au Canada ou en Belgique qu'il faut que nous emboîtions le pas à cette rupture anthropologique. J'ai travaillé au Canada, j'ai travaillé en Belgique. Ce sont des mondes qui ont beaucoup changé. Et nous préparons la publication en France de témoignages de médecins canadiens qui ont interpellé le Collège royal de médecine au Canada en disant que ça devenait complètement n'importe quoi l'euthanasie, cette open bar était insupportable et qu'il trahissait les valeurs du soin. Le Collège royal du Québec n'a même pas répondu. Donc, cet ensemble de médecins a rendu publique la tribune et la lettre ouverte en disant « Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Quelle société on laisse à nos enfants ?» Et un des médecins responsables de cette pensée a accepté de préparer un document pour nous, les Français, pour nous prévenir de ce qui se passe au Canada. Donc, vous verrez passer ça dans la presse bientôt. Annie Kaufmann de Normandie, je crois. Vous pouvez réactiver votre micro. Oui, merci Bernard. Je m'autorise à intervenir et Jean-Marie, j'utilise effectivement l'étude Phillips et l'étude de Sainte-Périne où je suis venue intervenir à plusieurs reprises, aussi pour déculpabiliser les professionnels, notamment les professionnels de nuit qui travaillent en EHPAD, qui ont bien du mal à faire leur travail correctement et qui se sentent l'obligation morale d'être là jusqu'au bout et de tenir la main jusqu'au bout. Et ces deux études-là permettent de leur confirmer que si elles étaient là avant et peut-être pas au moment de dernier souffle, c'est pas si grave que ça parce que ce qui compte, c'est ce qu'elles ont fait avant. Alors, je voudrais revenir quand même sur ce que Véronique a dit tout à l'heure, notamment par rapport à la dernière session de travail qui a eu lieu dimanche, où sont intervenus essentiellement des gens des différentes obédiences franc-maçonnes, et en premier, c'était un oncologue dont j'ai oublié le nom, vaut mieux que je l'ai oublié d'ailleurs, qui s'est positionné très, très, très fermement en faveur de l'euthanasie. Que feront les infirmiers? Que feront les soignants? Puisqu'on sait aussi qu'il y a certaines euthanasies qui disent pas leur nom
actuellement qui sont déjà pratiquées sous des fausses comment dire, sédations, et notamment en EHPAD. Et tu le sais aussi, Jean-Marie, par rapport au recours tardif aux HAD, malheureusement. Et que faire et que feront les infirmiers quand ils seront face à un chef de service oncologue de ce type-là, qui leur dira, voilà ce qu'on fait, moi j'exige que vous allez faire, vous allez exécuter cette prescription parce que soit j'ai pas le temps, soit c'est pour moi, ça, je ne serai pas là, enfin voilà. Et moi je suis très inquiète par rapport à ça, puisque les infirmiers connaissent peu leur code de déontologie qui leur dit et leur redit et affirme qu'ils peuvent aussi refuser une prescription médicale quand ils la trouvent injustifiée. Et c'est très, très inquiétant pour les soignants de proximité. Voilà. Merci Annick. Merci Annick de ton témoignage. Tu veux commenter ou on passe la parole à Christian Cazotte, ancien cadre de santé en soins palliatifs à Toulouse? Oui, il y a une espèce d'inertie aussi qu'on voit en EHPAD. Donc, je suis toujours enseignant et j'interviens beaucoup en EHPAD. Il y a une espèce d'inertie comme si beaucoup de soignants se rendaient compte que c'était inacceptable, mais en même temps, ils ont tellement le cerveau lessivé par les déformations et les confusions permanentes. On me signale encore là, en direct, un passage totalement insensé d'un livre d'un prof de droit qui vient de sortir et qui dit « La différence est si faible entre suicide assisté et euthanasie que le vocabulaire opte avant pour les termes aide à mourir qui recouvre à la fois l'euthanasie et l'assistance au suicide. » C'est totalement méprisant pour les gens qui travaillent là-dessus depuis 30 ans. C'est totalement… Cette juriste n'a jamais vu de malade, probablement, pour dire une chose aussi stupide. C'est même légal. C'est incroyable de dire des choses comme ça. Et c'est dans un bouquin, et c'est quelqu'un qui va être auditionné par les pouvoirs publics, etc. Il y a une espèce de banalisation de la confusion et des décisions. Oui, Madame Cazotte. Alors, Christian Cazotte, il y a Balbina Huertas qui est une dame. Est-ce que tu lui laisses la parole? Allez-y, allez-y. Oui, vas-y, je laisse la parole. D'accord. Balbina Huertas, vous n'avez pas votre micro ouvert, Balbina. Merci, bonsoir. Non, moi, je ne suis pas une professionnelle, je suis fille d'un père qui a 90 ans, donc qui suis confrontée, ou qui va être en tout cas confrontée, en tout cas, je me questionne sur sa fin de vie. Ma mère, elle est décédée, et quand elle était dans un hôpital sur sa fin de vie, en fait, ce que vous m'avez appris ce soir, qui me permet de comprendre, en fait, et de peut-être de mieux accepter les 6 ou 8 jours qu'elle a mis pour lâcher prise, c'est ce que vous m'avez appris sur l'étude de Philips, je ne connaissais pas du tout. Et en fait, pardon, mais voilà, vous m'avez aidé à comprendre que ma mère, en fait, a bien lâché prise, et elle a lâché prise le lendemain de la date de naissance de ses 2 derniers enfants. Voilà. Et pendant que j'étais à l'hôpital et sur cet accompagnement de ma mère, c'est moi qui ai demandé l'intervention des soins palliatifs parce qu'on ne me l'avait pas proposé. Et c'est leur discours, merci. En fait, oui, leur discours et leur accompagnement, rien que dans la parole, qui m'a permis d'accepter qu'elle décide de lâcher prise, d'accepter ces longs jours, en fait, où voilà, c'était difficile, et de me lancer, puisque je vais du coup faire une formation avec l'association de soins palliatifs de Castres, de m'amener voilà, à avoir envie d'aller moi aussi bénévolement et modestement accompagner des personnes sur cette fin de vie. Voilà. Merci. Merci, Madame, pour le témoignage. Christian Cazotte, tu veux nous exprimer? Oui, alors, je voudrais revenir sur plein de choses. Alors, globalement, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit, et je remercie M. Gomas de le dire avec autant de facilité. Ma lecture à moi du dernier avis du CCNE, elle n'est pas tout à fait pareille,
il me semble que on n'appuie pas assez sur l'idée que dans l'avis du CCNE, il y a une grosse partie qui est sur les soins palliatifs et sur le constat que ces soins palliatifs, ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas assez de moyens. Il faut être clair là-dessus, que ce soit moyens architecturaux ou de personnel. Je pense que c'est ça. Ensuite, il me semble qu'on passe aussi sur une phrase qui est très discrète dans le compte rendu, mais qui dit très clairement qu'il ne serait pas moral de passer à une loi qui parlerait d'euthanasie sans avoir mis à niveau les soins palliatifs. Donc, ça dit bien qu'il devrait y avoir deux niveaux. D'abord, on met les soins palliatifs un niveau, et ensuite on peut parler d'envisager de voir ce qu'on peut faire avec les lois, à condition qu'il reste des problèmes. Et il en restera, mais ils seront de toute manière confidentiels. Ensuite, dans ma lecture, moi, de l'avis du comité consultatif national d'éthique, il me semble qu'ils acceptent la sédation profonde des ils acceptent le suicide assisté pour un type de pathologie particulier qui est tous les problèmes neurologiques des gens qui sont relativement jeunes et qui sont d'évolution lente. Les patients qu'on connaît, qui sont les maladies de Charcot et les CEP, et qui sont les gens qui vont poser le plus de problèmes parce que se posera le problème de la nutrition et de la ventilation. Et donc, et avec l'incitation à demander le suicide dans ces cas-là. Et que, comme ils introduisent l'idée de l'individualisme que vous avez très bien noté, cette idée que finalement, on doit respecter ma volonté et ma liberté. Et que si je vous dis que c'est insupportable et que je veux mourir, vous devez l'appliquer. C'est dans cette condition-là qu'ils accepteraient le suicide assisté. Et que l'euthanasie ne s'introduit là-dedans que parce qu'il va y avoir des gens qui ne pourront pas faire le geste et que donc on sera contraint de faire le geste pour eux. Et c'est dans ce cadre-là que l'euthanasie arrive. Voilà. Donc c'est une succession c'est la boule qui roule finalement. On ne fait que c'est parce qu'on introduit le doigt dans l'engrenage que finalement on sera contraint d'aller jusqu'à l'euthanasie. Ça, c'est l'impression que j'ai. Et ensuite, pour avoir quelques contacts avec des gens qui sont sur le terrain, j'ai vraiment l'impression que ce qui arrive aujourd'hui, c'est vraiment un individualisme. Et l'idée de dire que on ne veut pas se casser la tête, vous nous emmerdez avec toutes vos réunions, il faut réfléchir, discuter ou il faut douter. Ce qu'on veut, c'est la loi. Et donc, comme ça, on s'appuiera sur la loi et on n'en parlera plus. Et avec l'idée, mais alors qui est complètement fausse et illusoire, que la loi va répondre à tout. Alors qu'en fait, quand on regarde bien les choses et quand on y a trempé un bon moment dedans, on voit bien que la loi, elle nous ouvre actuellement, la loi Leonetti, elle nous ouvre des portes et elle nous laisse prendre des positions. Et ça, on va le perdre. C'est sûr qu'on va le perdre. Voilà, c'était pour faire un peu vite, mais c'était un petit peu ce que je voulais vous dire. Merci pour votre avis. Je ne conteste pas que l'avis 139 met en avant les soins palliatifs. Mais il ne faut pas être niaiseux. Régis Aubry savait parfaitement ce qui allait se passer s'il entrouvrait la porte. Vous savez, le respect de la vie, c'est un tabou binaire. Hein. Relisez Freud, Lacan et Lévi-Strauss, c'est un tabou binaire. Il n'y a pas d'exception à un tabou. Sinon, il n'y a plus de tabou. Le respect de la vie, il est structurant de notre société, de tout notre arsenal législatif de santé publique. Si on fait une exception, il n'y a plus de tabou. Et vous avez bien fait de faire remarquer que théoriquement, le suicide assisté, c'est pour les neurodégénératifs. Vous avez vu comment, 2 heures de temps, toute la médiatisation a été la porte est ouverte pour le suicide assisté. Et pour l'euthanasie aussi, en oubliant que ça ne pouvait être qu'exceptionnel pour les mêmes malades qui ne pourraient pas se suicider et qui sont une quantité absolument infime et pour lesquels il ne faut sûrement pas changer la loi. Peut-être faire une transgression
qui est toujours possible, je vous le rappelle, je suis expert judiciaire, une transgression à la loi n'est pas forcément condamnée, tout dépend du contexte, puisque la loi est d'application humaine, justement. Mais changer la loi pour 67 millions de Français, parce qu'il y a quelques centaines de personnes qui ont une fin de vie difficile, il ne faut vraiment pas avoir beaucoup d'expérience prolongée de ça pour penser que ça peut être une solution pour les 67 millions de Français. Ça va être open bar, parce qu'il n'y aura plus de tabou. Donc, vous avez raison de faire remarquer que c'est marqué dans l'avis du CCNE, mais ça a été immédiatement dévoyé et il savait très bien que ça allait être dévoyé immédiatement. Est-ce que Sylvie Fauré, tu m'entends, qui est ancienne anesthésiste et gériatre dans le même parcours que moi-même, mais je pense qu'elle a quelques difficultés à se connecter. Est-ce que tu m'entends? Alors, oui, je t'entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Tu peux y aller. Alors, donc, je me présente, docteur Sylvie Fauré, je suis médecin, comme l'a dit Bernard. Je suis ancien réanimateur anesthésiste au CHU PH à Toulouse. Je suis après devenue gériatre. Je suis en activité. Donc, je suis actuellement en activité, je le répète. J'ai noté au fur et à mesure, j'ai noté un certain nombre. Voilà, je vais mettre la vidéo, c'est plus sympathique. Bonsoir. J'ai noté au fur et à mesure un certain nombre de phrases qui m'interpellent. Avant toute chose, je remercie tous les participants et je te remercie Bernard de continuer à être actif et de nous permettre d'échanger sur des sujets aussi lourds et importants. J'ai entendu, et j'adhère, un manque de structure de soins palliatifs. Je suis également diplômée de palliatif et j'ai également un diplôme de médecine de la douleur. Manque de structure de soins palliatifs, c'est crucial. C'est un gros problème. Il n'y a pas assez de moyens pour les soins palliatifs. Oui, le constat, il est là. On a appliqué la loi Leonetti. Oui, c'est vrai. Même dans la formation des médecins. Oui, c'est vrai. Et beaucoup de médecins et de confrères sont frileux. Or, tout patient, ça a été dit, en fin de vie, devrait être pris en soin, en considération. Donc, nous sommes au pied du mur, nous sommes le dos au mur. Je pense, en tant que médecin sur le terrain, que nous sommes le dos au mur. Il faut faire quelque chose. Il n'est plus acceptable que des malades hurlent, un de vous l'a dit, tous les jours par défaut de soins. Le constat de terrain, il est là. Défaut de soins, défaut de lits, et pas uniquement dans ce contexte de soins palliatifs. Alors c'est sûr, les soins palliatifs, ce serait bien qu'on en ait davantage. Mais le constat, il est crucial, il est douloureux, il est là. Que faire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut avancer, il faut proposer autre chose. Il faut s'ouvrir, encadrer certes, être prudent certes. Nous sommes en France. Mais il faut proposer quelque chose. Il n'est plus acceptable que des patients hurlent, soient douloureux, soient en souffrance, et qu'on attende. Voilà ce que je tenais à dire. Merci Sylvie pour ta détermination là qui n'est pas nouvelle, mais enfin là qui est renforcée manifestement. Est-ce que tu veux intervenir, Jean-Marie là? J'entends votre souffrance, chers collègues, que je partage aussi sur tous ces malades qui hurlent. Maintenant, faut-il tuer les malades qui hurlent? Je ne pense pas. Je vous rappelle que le rapport financier de ce qui est englouti dans la médecine curative pour rien par rapport aux problèmes financiers qui nécessiteraient des soins palliatifs, la disparité est colossale. C'est-à-dire que vous savez, vous avez entendu parler du 5e plan de soins palliatifs qui déploie 171 millions sur 5 ans. Vous savez ce que ça représente? Ça représente le prix du nouveau bâtiment de chimiothérapie de l'Institut Curie à Paris. Point. Ça vous donne une idée de l'insuffisance ridicule de ce financement du plan de soins palliatifs. C'est un bâtiment de chimiothérapie. Donc, quand on dit qu'il faut plus de moyens, mais ce n'est pas seulement des moyens financiers pour financer des médecins. De toute façon, on n'a plus de médecins, il n'y en a pas assez de formés. Donc, on peut toujours donner de l'argent, il n'y en a plus. C'est aussi travailler sur le tout curatif de notre société. Une des raisons pour lesquelles le soin palliatif a eu du mal à se développer, c'est qu'il y a eu une puissante résistance de toute la structure du système de santé contre les soins palliatifs.
je suis un des derniers à pouvoir en témoigner puisque ça fait 35 ans que je m'occupe de ça. Je peux vous dire qu'au début, on a été attaqué, injurié, vilipendé, comme si il était incompatible de s'occuper de la douleur du malade et de faire des soins curatifs. Comme le disait Geneviève Larocque, on n'est pas obligé d'être une brute quand on fait du soin curatif. C'était génial comme phrase, sauf qu'elle a dit ça devant 200 cancérologues, je peux vous dire qu'ils ont fait la gueule. Et c'est pourtant ça le problème. Vous avez raison de dire il faut avancer. Rassurez-vous, le Parlement nous prépare une avancée. J'espère qu'ils ne vont pas oublier la détermination à renforcer les moyens de soins palliatifs et on verra ce que nous sommes obligés d'accepter puisque c'est quand même le Parlement qui décide, même si nous ne sommes pas d'accord. Et j'entends votre souffrance, je partage votre détermination à faire en sorte que ça ne continue pas comme ça. Je suis bien d'accord avec vous. Merci. Véronique. Et je vais, oui, Bernard, alors, après, il y a une façon de s'exprimer et d'exprimer. Il y a le champ lexical et la sémantique. Parce que quand vous dites, et c'est bien, parce que, docteur Gomas, parce que comme ça alimente le débat. Faut-il tuer les malades qui hurlent? C'est sûr qu'on va vous dire non. Donc, la question, elle n'est pas faut-il tuer les malades qui hurlent. Mais j'entends que comme ça fait réagir. Mais bien sûr que c'est non. Mais il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Voilà. Absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir remarqué mon grossissement pédagogique qui est absolument délibéré et qui fonctionne depuis 35 ans. Mais bien, oui, ceci dit, les Canadiens, c'est quand même un peu ça qu'ils ont fait. Hein. Ils ont eu le cynisme de dire, puisqu'on n'a pas les moyens de calmer-toi, en Belgique, ils le disent. Le pragmatisme belge, c'est comme on n'a pas les moyens de donner des soins palliatifs à tout le monde, et bien l'euthanasie, ça résout le problème du système de santé. Ils l'ont dit. Hein. Donc, vous avez raison, il faut se battre pour que ça bouge. Véronique? Oui, je voulais répondre à notre collègue qui est aussi, qui a la même force de caractère que Jean-Marie, et je le remercie. Il ne s'agit pas de tuer les malades qui crient, il s'agit de les faire taire. Hein, et les faire taire au nom de la société, cacher ce vieux qu'on ne saurait voir et qui crie. Mais on n'est plus du tout habitué à l'agonie. On ne voit plus l'agonie. Donc, les gens prennent pour des cris de douleur, en fait, des gaspes de fin de vie. Et moi, je n'ai jamais vu dans mon hôpital gériatrique où j'ai 450 décès par an. La Covid nous en a apporté bien plus. Et donc, j'ai été extrêmement présent pendant ce temps-là. En fait, on ne sait plus. Ce qui fait dire que Vincent Lambert est mort dans d'atroces souffrances parce que il avait des cris, il avait des rétractations, il avait des gaspes et qu'on lui a supprimé, on l'a fait mourir de faim et de soif. Donc là, il y a toute une ambiguïté là-dessus et évidemment qu'on ne veut pas faire taire nos malades. Mais nous avons une pharmacopée qui nous permet de sédater, même si c'est pas profondément et continuellement jusqu'au décès, pour un change douloureux, pour un moment difficile dans la prise en soin, et ça, on l'utilise en permanence. Moi, je n'ai jamais vu aucun de mes vieux malades d'Alzheimer hurler en mourant. J'ai jamais vu ça. Donc, j'ai pas eu besoin à les faire taire. La seule présence humaine, alors, il faut de l'humain. Il faut de l'humain. Ça, c'est sûr. Il faut de l'humain, de la caresse, un supplément d'âme, tu l'as très bien dit Jean-Marie, et pas uniquement de la technique au moment du dernier souffle, hein, du pneuma. Et je pense qu'il faut développer cette qualité de soins qu'on peut apporter avec de petits moyens, des petits riens d'humanité auprès de nos personnes âgées. Et les malades d'Alzheimer ont parfois d'ailleurs dans ces derniers moments des paroles tout à fait fulgurantes. Donc là, on ne veut pas les faire taire. Et là, on est là pour les recueillir et accompagner et aider ces derniers moments-là. Et on est une société utilitariste et consumériste. Il ne faut pas que ça se voie. Il faut que ça soit les médecins qui soient manipulés parce que ce soit dans la PMA ou la MMA, c'est-à-dire l'aide médicale à mourir, il y a le M du médecin. Donc la liberté de l'autre, elle s'arrête quand même là où commence la mienne. Et là, on n'a pas à imposer au médecin une pseudo-liberté parce qu'on n'a pas été en capacité de proposer cet accompagnement en amont. Et c'est vrai que c'est extrêmement important de travailler en équipe auprès de ces malades. Je voulais rappeler aussi que les mutuelles en France sont pro-euthanasie et que c'est aussi
Ben bien sûr, elles l'ont très bien dit tout de suite, immédiatement, c'est aussi une façon de réguler notre système de santé qui va extrêmement mal. Et que dans mon hôpital, on a perdu, j'avais 1000 lits avant la Covid, aujourd'hui on a perdu 300 lits, on a perdu des soignants, parce qu'il y a une perte du sens du soin. Et ce qu'on souhaite développer, Jean-Marie, avec ton caractère, moi avec le mien, c'est un sens du soin beaucoup plus humain et pas se rigidifier sur une posture ou non pro ou contre, etc. C'est de la casuistique, c'est du cas par cas. Et je voulais quand même témoigner qu'on peut apaiser ces douleurs réfractaires, qu'on peut apaiser ces souffrances psychiques, et c'est mon cas quotidiennement, sans qu'on ait affaire à des fins de vie absolument atroces. Merci, Merci Véronique. Tu veux réagir ou je passe la parole à Joël? Juste un mot sur le côté financement. Évidemment, tout le monde pousse des cris d'orfraie en disant mais non, c'est pas pour des raisons financières qu'on dépénalise l'euthanasie. Sauf que au Canada, ils ont fait les calculs. En 2017, après 2 ans d'euthanasie, ils ont publié qu'ils avaient déjà économisé 139 ou 159 millions de dollars avec les quelques milliers d'euthanasies. Les Suisses avaient fait le même calcul il y a 15 ans pour le suicide assisté. Donc, il ne faut tout de même pas être niaiseux. Le silence assourdissant des mutuelles en ce moment nous étonne beaucoup sur ce plan. Joël, est-ce que vous voulez peut-être ouvrir le micro? Je vais essayer d'être très rapide parce que beaucoup de choses ont été dites et je risque d'être un peu redondante. D'abord, merci Bernard pour ces formidables rencontres que nous faisons avec toi. Un grand merci, bien évidemment, Monsieur Gomas, parce que cet exposé, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Et merci à Véronique aussi, on se connaît. Moi, je voulais rebondir effectivement sur ces financements. Ce manque de financement, aujourd'hui, nous entraîne dans des dérives qui deviennent insupportables. Alors moi, je suis engagée dans des associations de défense des personnes âgées, c'est un combat de 20 ans. Quand je vois comment nous avons essayé de lutter pour un meilleur accompagnement, aussi bien dans les EHPAD qu'à domicile, à l'hôpital, quand on voit comment se passent les arrivées de personnes âgées dans les couloirs des urgences, loin de nous, et de critiquer ce personnel qui fait avec les moyens qu'il a. Mais, grand Dieu, oui, aujourd'hui, il faut parler financement. Et nous voyons que la santé s'effondre en France. Notre système de santé s'effondre. Donc oui, eh bien c'est très facile pour nos politiques, et ça c'est pas d'aujourd'hui, c'est une dérive qui existe depuis plusieurs gouvernements, eh bien de prendre la facilité de dire ben évidemment, comme ça vient d'être dit par vous, docteur Gomas, eh bien, faisons des économies. Et puis, l'euthanasie est un moyen, effectivement, de liquider un petit peu ceux dont nous n'avons plus besoin et qui, soi-disant, nous coûtent très cher. Et puis, allons placer l'argent ailleurs, là où c'est peut-être pas tout à fait utile. Il y a aussi raison gardée. On a suffisamment de financement en France pour essayer de remettre en face notre système de santé qui s'effondre. Voilà. Et moi, je suis aussi en colère parce que 20 ans de combat, eh bien, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on continue à ne pas être entendu et on continue à avoir des dérives. On a des suicides de personnes âgées en EHPAD, on a des suicides de personnes âgées à domicile parce qu'elles ne sont pas suffisamment accompagnées. Et ça n'est pas l'euthanasie qui va régler le problème. C'est avoir du personnel, avoir des moyens pour accompagner ces personnes qui vont redonner le sens de l'humanité et d'un combat que nous devons mener tous ensemble. Voilà ce que je voulais dire. Je suis persuadé que nous sommes tous d'accord. Christian Cazotte, est-ce que tu veux dire quelque chose? Ou Jean-Marie, tu veux réagir? Non, merci beaucoup. J'entends votre colère aussi. Maintenant, il faut s'arranger pour qu'elle soit constructive. Hein. J'entends que vous vous investissez dans les associations. C'est sûr que le tissu associatif a un grand rôle. Et là, je voulais vous faire remarquer qu'au niveau des associations, de chacun d'entre vous qui êtes là ce soir, il y a quelque chose qui a beaucoup fonctionné depuis 2 ans, c'est rencontrer votre député. Nous avons invité tous nos députés dans les centres de soins palliatifs. Il y en a beaucoup qui sont sortis retournés et sur le plan de leur décision et sur le plan de leur vision parce qu'ils ne connaissaient pas
Oui, si je peux juste rebondir, Monsieur Gomas, sur ce que vous venez de dire. Depuis 20 ans, on alerte nos députés régulièrement, on alerte les ministres de la Santé successifs que nous avons rencontrés, on alerte tout le monde. Des courriers sont encore partis avant-hier au nouveau ministre de la Santé pour des choses qui sont inacceptables et qui sont des témoignages de famille. Donc, on ne sait plus à quel sein se vouer. Oui, on alerte tout le monde. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut quand même, moi je crois beaucoup à la force de ce qui se passe ce soir là, de personnes qui sont ensemble et qui veulent avancer ensemble pour essayer de construire quelque chose de nouveau. Parce que on ne peut pas laisser ces dérives se poursuivre. Merci, madame. Est-ce que, Christian, tu veux dire quelque chose peut-être là maintenant un petit peu plus rapidement pour qu'on finisse? Oh, mais ça va être très vite fait, Bernard. C'est simplement exprimer ma pire crainte. Ma pire crainte, c'est qu'on ait l'inverse de ce que préconise le CCN. C'est-à-dire, ma pire crainte, c'est qu'on ait et la loi sur l'euthanasie et la loi sur le suicide assisté et que les soins palliatifs soient à la traîne derrière. Et qu'ensuite, la deuxième crainte immédiatement derrière, c'est que les médecins qui arriveront, alors ils seront à mon avis pas nombreux, mais on ne peut pas préjuger à l'avance, il me semble que ceux qui vont le prescrire, tôt ou tard, et plutôt tôt que tard, se tourneront vers le personnel soignant et vers les infirmières. Et c'est les infirmières qui feront le geste. Et je vous garantis qu'avec tout ça, c'est pas avec ça qu'on fera revenir des gens à l'hôpital. C'est pas avec ça qu'on fera revenir les gens aux soins. C'est totalement une antithèse par rapport aux soins. Je veux dire, le tuer n'est pas soigner. Il n'y a rien à faire. C'est impossible. Alors, je préconise que l'on réinvente, dans ces cadres-là, il faut réinventer une profession qui s'appelait le bourreau. Voilà, je veux dire, réinventons le bourreau et puis comme ça, on s'en sortira. Et surtout, ne mettez pas le bourreau dans les soignants. Merci Christian. J'avais envie aussi de finir sur une note légère, puisque la tienne l'est particulièrement. Dans le livre de Jean-Marie Gomas, que je vous recommande, parce que vraiment, là, on est dans quelque chose qui est très documenté, et je dirais même nuancé. Voilà. Oui, plus que ma colère ce soir, c'est vrai. Merci Bernard. Il y a une phrase qui m'a... Non, c'est vrai que le livre permet de développer davantage. Il y a une phrase donc qui m'a beaucoup plu. Ce n'est pas facile de mourir de façon à faire plaisir à tout le monde. Je trouvais ça assez joli, je dois dire. Ceci étant dit, je vous recommande bien sûr cette lecture. Je vous remercie tous d'être venus puisque nous nous approchons de la fin de cette visioconférence. La prochaine visio sera sur un thème un petit peu plus léger. Ça sera le 7 février sur une petite unité pour les malades d'Alzheimer au niveau de Beauvais qui a été initié par les petits frères des pauvres. Donc, je vous incite bien sûr à lire ce livre. Pour ce qui est du questionnaire qui vous avait été posé, vous en avez eu les résultats, mais on vous enverra aussi une autre version qui est ce qui est censé être les bonnes réponses, enfin, au moins d'après nous. En tout cas, merci beaucoup à tous. Merci. Et je vois que même les incidents techniques ne nous ont pas empêchés d'avoir une excellente réunion. Oui. Avec beaucoup de personnes qui ont levé le doigt aussi. Ça, je vous incite aussi à regarder le chat, la discussion, parce qu'il y est écrit un certain nombre de choses. Donc, je ne ferme pas tout de suite la réunion. Si vous voulez consulter le chat avant de partir, vous pourrez partir de vous-même